à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Trop content de faire cette vidéo. Un nouveau concept sur la chaîne que j'ai jamais fait. Et je crois qu'il n'a jamais trop été fait en ASMR. En tout cas, pas à ce que je sache. Bon, c'est pas non plus le concept de l'année, calmez-vous. Je vous montre un peu la luminosité. Je sais pas si c'est bien. On remet comme avant. On remet comme avant. Je vais vous conter, un grand mot, conter l'histoire de Rolex. En tout cas, conter l'histoire d'une marque de montre. Donc évidemment que je devais commencer par Rolex. Par qui d'autre j'aurais dû commencer? Et je suis trop content parce que je me suis un peu informé et du coup j'apprends des trucs. Vous allez apprendre des trucs, on va apprendre des trucs. Ça fait 4 fois que je refais la vidéo. Parce qu'en fait on dirait que je découvre mon texte alors que je l'ai écrit. C'est la première fois que j'ai un texte pour une vidéo. On dirait que je joue, mais je vous jure que c'est vrai. Et donc désolé si je le regarde un petit peu, je l'ai pas appris par cœur, comprenez-moi. Mais en tout cas je vous jure que j'essaie de faire une synthèse de tout ce que j'ai vu et je vais sûrement dire de la merde. Donc je suis désolé s'il y a des coupures, c'est parce que je suis à côté de la route et ça va en train de me rendre fou. Et vous inquiétez pas. Donc évidemment que je devais commencer par Rolex et on va entrer directement dans le vif du sujet. Donc Rolex, on va le remettre dans le contexte, c'était les années 1900, le début, le tout début de Rolex, ok. Les années 1900, ça veut dire quoi au niveau de montre? Je vais pas vous remettre tout le contexte historique. Niveau montre, ça veut dire concrètement que Rolex, ils sont arrivés à un moment où les montres de gousset, on dit montre de gousset, pas montre à gousset d'ailleurs, les montres de gousset, donc vous savez les montres qu'on mettait dans les petites poches de costard, de gilet de costard. C'était la norme, c'était l'obligation quasiment. Si on voulait avoir une montre, si on était un homme, il fallait une montre de gousset, simplement. Et les montres à bracelet, c'était les montres pour femmes, les montres féminines, pardon. Et Rolex, ils arrivent à quel moment? En 1905, donc vraiment dans cette ère-là, ok. Et c'est en 1905, du coup, que l'entrepreneur Hans Wilsdorf, très dur à dire son nom, mais retenez bien, qui s'est installé à Londres pour créer avec son beau-frère, on s'en fout un petit peu de son lien de parenté, mais c'est juste pour vous dire qu'ils étaient proches, son beau-frère Alfred Davis, une compagnie de fabrication de montres, ok, pas du tout, une commerce de montres en gros. Et avant ça, Wilsdorf, il avait bossé dans une grande compagnie de fabrication de montres, donc il s'y connaissait un petit peu, il est pas arrivé nulle part, il vendait pas du pain avant ça. Donc ils se mettent en relation à l'époque avec les meilleurs horlogers parce qu'ils veulent directement se lancer dans le luxe, ils voulaient pas faire de la merde. Sauf que le problème c'est que où sont les meilleurs horlogers du monde et où sont-ils encore, pardon, à Genève, en tout cas en Suisse. Et donc évidemment qu'ils se mettent en relation avec la Suisse. Et même pour les pièces à l'époque c'était là-bas que ça se passait. Et donc jusqu'en 1908 ils commercialisent des montres au nom de Wilsdorf et Davis. Mais c'est en 1908 du coup que Wilsdorf se dit tiens Davis, arrête de parler, il est l'heure de trouver un nom parce que Wilsdorf et Davis c'est très compliqué à dire et on en a marre. Donc il trouve un nom, ok. Et le nom, le but du nom, il l'a dit lui-même à ce qui paraît, je sais pas si c'est vrai, en tout cas c'était de trouver un nom qu'on puisse dire dans toutes les langues, qui était facile à retenir, qui était court. Rolex, évidemment, ça tape très bien, c'est parfait. C'est court à dire, ça reste dans la tête et tout le monde peut le dire. Donc évidemment que ça marche. Et pendant les 7 années qui ont suivi, ils ont continué de commercialiser des montres au nom de Wilsdorf, Davis et Rolex. En tout cas, tout écrit sur le même cadran. Le cadran c'est ceci, ok. Et évidemment qu'au bout d'un moment, il fallait arrêter ça. Et ils ont laissé au bout de 7 ans que Rolex. Et pendant du coup ces 7 ans où ils continuent à commercialiser des montres au nom de Wilsdorf, Davis, Rolex, ils ont fait appel, en tout cas demandé à des organismes qui s'occupaient de la précision des montres de faire authentifier leurs montres, en tout cas leurs mouvements, et aussi à des organismes pour faire authentifier les pièces de leurs montres. Et c'était un petit peu une première, parce que maintenant les gens avaient des montres Rolex qui étaient authentifiées, qui avaient un sens, ok, c'était fou à l'époque. C'était du luxe, c'était les premiers là-dedans. Et donc c'est pendant la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, que Wilsdorf, il s'en va de Londres, il quitte
dépose le brevet d'une montre à remontage automatique. Donc c'est les montres qu'on connaît maintenant, les montres à remontage automatique. Alors, il faut prendre des pincettes sur cette information parce que je ne suis pas sûr de ce que j'ai lu. Chacun dit un peu la sienne. Je sais que l'inventeur de la montre à remontage automatique, je crois que c'est Breguet, la marque Breguet. Ou en tout cas l'horloger Breguet. Ce n'est pas Rolex, mais en tout cas je sais que Rolex était un des premiers à faire ça, donc je vous le dis quand même. Ensuite, donc on passe quelques années quand même, mais bon, ça a un petit peu stagné, il faisait des montres, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. De 1945 à 1961, un bon paquet d'années, Rolex enchaîne les modèles qui sont devenus maintenant iconiques que nous connaissons tous. La Date Just en 1945, ça c'est juste fou, ok. Une des plus connues de chez Rolex. La plus connue, la Submariner en 1953, imaginez ce classique. Et même la Daytona en 61, donc imaginez ces 2 décennies. C'était fou en fait ce qui sortait, c'était juste fou. Donc chacune de ces sorties, ça poussait le défi horloger encore une fois, c'était vraiment des précurseurs dans ce qu'ils faisaient. Que ce soit les résistances aux champs électromagnétiques, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais en tout cas je sais que c'est fou qu'ils aient fait ça. L'étanchéité évidemment, mais c'était les précurseurs déjà là-dedans. Et un second fuseau horaire par exemple, ou la date, en tout cas des complications, c'est juste fou qu'ils aient fait ça. Et donc Rolex a vite compris que s'associer avec des gens connus, des sportifs surtout, ça rapportait et ça faisait connaître leur marque. Et donc c'est pour ça que je pourrais vous citer des 100 personnes avec qui Rolex a collaboré pour faire connaître leur marque. Mais voilà, il faut que vous compreniez que c'était le fond de commerce de Rolex, c'était de se faire connaître par des gens. Et en vrai c'est le début de l'influence, ils sont trop forts, tu vois. Et donc en 1960, Wilsdorf, celui du début, il décède. Le créateur de Rolex, je sais pas si on peut dire vraiment créateur, donc il est avec son beau-frère, mais un des créateurs de Rolex, il décède. Pour parler de Rolex aujourd'hui c'est basé à Genève, ça n'a jamais réellement bougé, et heureusement. En Suisse du coup, et l'usine aussi est en Suisse. Alors je sais pas si ça c'est réel, je sais pas trop comment ça se passe, je sais pas si tout se passe en Suisse. Je crois qu'ils font carrément fondre leur propre or, enfin je crois que ça va loin. Je sais pas, en tout cas je sais que leur usine c'est écrit sur Wikipédia, ok. Et donc Rolex produit maintenant 1 million de montres par an. Je sais pas si c'est pas 3 millions, j'avais déjà entendu ça. En tout cas j'ai vu sur Google, j'ai croisé quelques sources. J'ai vu 1 million de montres par an. Il faut que vous compreniez que pour une marque de luxe, 1 million de montres par an c'est énorme. Ça on dirait pas mais c'est énorme. Et il dégage un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros en 2023. Chiffre d'affaires, ça veut pas dire bénéfice, mais ça veut dire quand même qu'ils engrangent énormément d'argent. Et il faut vous rendre compte que pour une marque de luxe, produire autant de montres et se faire autant de chiffre d'affaires, c'est gigantesque, ok. En général, les marques de luxe c'est beaucoup moins que ça parce que, par exemple, Audemars Piguet, je crois que ça se compte en dizaines de milliers, le nombre de montres qu'ils sortent par an, ok. Rolex c'est des millions par an. Et je sais pas comment ça garde ce truc de rareté, ça garde cette... c'est fou en fait, ils ont beaucoup de chance que les gens aiment autant. Parce qu'en réalité, si Audemars Piguet